Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour cet épisode hors série bien spécial. Au Dérangeants, on se connecte toujours à l'actualité entrepreneuriale de notre cher Québec et on vous présente en fait un prochain projet qui s'en vient dans la grande ville-mère de Montréal qui s'appelle Axé. Axé, c'est quoi? C'est un hub d'innovation qui va ouvrir ses portes très bientôt et on veut vous le présenter parce qu'en fait, l'innovation est un moteur essentiel de notre économie et de notre société. Et ça ne naît pas en vase clos. Parce que, en fait, l'innovation carbure aux rencontres, aux échanges, à la mise en commun des savoirs et des ambitions. Partout dans le monde, en fait, les écosystèmes se structurent autour de lieux emblématiques, ce qu'on appelle vraiment les hubs d'innovation. Et donc, comme j'ai dit, le Québec s'apprête à inaugurer le sien, un projet d'envergure axé qui va rassembler sous un même toit les startups, les investisseurs, les grands groupes, des chercheurs, vraiment tout pour nous permettre de créer les prochaines entreprises de demain. Mais qu'est-ce qui définit vraiment un hub d'innovation performant? Comment passe-t-on de l'idée à la réalité? Quels sont les défis et les promesses d'une telle initiative pour notre écosystème? Donc, on a décidé aujourd'hui d'explorer avec les artisans de ce projet la vision, la stratégie et l'orchestration nécessaires pour bâtir le futur de l'innovation du Québec. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Elle est la porte-étendard d'un projet phare qui redéfinit le paysage de l'innovation au Québec. À la barre d'Axe C, le nouveau cœur vibrant de notre écosystème technologique, elle orchestre la rencontre des talents et des ambitions pour propulser nos startups vers de nouveaux sommets. Forte de son expérience dans la création d'environnements d'affaires, en fait, on a la chance d'avoir Geneviève Leclerc, parce que notamment avec son expérience au Palais des Congrès, elle bâtit aujourd'hui plus que des murs, elle tisse des liens humains. Et c'est vraiment ça qu'on recherche dans l'entrepreneuriat aujourd'hui au Québec. C'est essentiel pour la collaboration et le succès collectif. On est très heureux de la recevoir pour nous parler de cette grande aventure. Accueillons Geneviève Leclerc. Bonjour. Merci, ça fait plaisir d'être là. Écoute, je vais commencer. Parle-moi un peu de toi. C'est quoi ton parcours? En fait, il faut savoir que moi, que mon parcours est au niveau communication et événementiel principalement. Donc, avant d'accepter ce mandat, il y a presque 2 ans, en fait, je travaillais comme chargée de l'innovation et de la transformation événementielle au Palais des Congrès de Montréal. Donc, moi, ma passion, ça a toujours été vraiment de créer des environnements propices à des maillages d'affaires pertinents, puis créer des expériences, justement, qui ont un impact sur les différents secteurs dans lesquels on a travaillé. J'ai comme l'impression qu'ils ont créé cette job-là spécifiquement pour toi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ont ce profil-là d'innovation expérientielle. Mais qu'est-ce qui t'a attiré par cette mission-là de développer un hub d'innovation à Montréal? Ben, c'est vraiment la raison d'être du projet d'abord et avant tout. Donc, ce qu'on souhaite accomplir à travers Axé, c'est vraiment soutenir l'entrepreneuriat technologique ici même au Québec. Donc, pour moi, c'est une mission en soi qui m'anime énormément. Donc, de pouvoir mettre à profit justement ce background événementiel pour cet écosystème-là, pour moi, c'était juste une suite logique dans ma carrière, en fait. Mais je comprends aussi entre les lignes que, en fait, c'était un projet qui a été mené de front par l'ETS à la base. Donc, tu as été recruté, mais le grand rêve derrière, c'est pas toi nécessairement qui l'as mené de front. Non, C'est pas venu du de tout. où? Quand est-ce que ça a parti un peu cette vision-là d'avoir accès à Montréal? En fait, ça fait plusieurs années que ce projet-là se trame. Donc, ça fait quelques années déjà que les acteurs clés de l'écosystème d'entrepreneuriat technologique au On parle de Québec, qui, mettons? des gouvernements, des acteurs stratégiques sur le terrain, donc nos grands incubateurs, accélérateurs, investisseurs, etc. Donc, quand on observe en fait les écosystèmes startups qui se distinguent à l'international, la plupart d'entre eux se sont déjà dotés avant nous d'un lieu de ce type-là. Donc, ça fait déjà certaines années que ça se trame. Il y a eu plusieurs projets qui ont été tentés, mais c'est finalement à travers l'initiative du Santec, qui est l'incubateur affilié à l'École de technologie supérieure, que le projet a pu finalement se concrétiser sous le leadership de Richard Chénier à l'époque. Et à partir du moment où on a attaché les ficelles donc du financement du projet, c'est là que je suis arrivée en fait dans le portrait pour aider à concrétiser finalement cette vision-là. Puis tu vois, j'aurais tendance à te relancer parce que moi, quand j'ai entendu parler d'accès au début, mon premier réflexe, ça a été de dire ah, OK, ils agrandissent le Santec. Ça a été ça comme un peu le premier, ma compréhension initiale, mais là, j'ai vite compris que c'était pas ça pantoute. Mais j'étais foncièrement content parce que, comme entrepreneur qui a fait à peu près tous les incubateurs, accélérateurs
à Montréal, il n'y avait pas juste un lieu pour de réseautage, de networking, un lieu de juste être avec d'autres mondes, mais travailler sur mes affaires. Puis je serais juste curieux, comment tu décrirais aujourd'hui, tu sais, outre les beaux mots, le PR, c'est axé, ça va être quoi là, concrètement? Bien, concrètement, tu as raison, Étienne. C'est vrai que le Santec avait déjà la volonté d'avoir un espace plus grand, ne serait-ce que pour pouvoir garder leurs alumni à proximité des partenaires corporatifs du C'est ça, il collégial, fallait par faire de la exemple. place pour d'autres, mais en même temps Exactement. garder Tout à tout le fait. monde proche. Donc, ils étaient déjà à l'étroit, donc dans l'ancien planétarium d'art. Donc, c'est parti de ça à la base, mais c'est devenu un projet beaucoup plus, de beaucoup plus grande envergure. En fait, c'est devenu vraiment un projet collectif dans lequel on va retrouver, oui, le Santec va déménager l'entièreté de ses activités dans Accès, mais on est venu greffer, en fait, d'autres acteurs stratégiques. Donc, c'est vraiment devenu un projet plus collectif à l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial technologique québécois. Donc, on a une grande variété d'acteurs qui viennent s'installer dans Fait que quand tu Accès. dis des acteurs collectifs, Oui. c'est on va avoir, mettons, les bureaux comptables, on va avoir des avocats, on va avoir des bombardiers de ce monde. J'essaie de comprendre un peu En fait, plus. non pas d'avocats, de consultants à la base. En fait, OK, qui seront les principaux joueurs? Donc, peut-être expliquer concrètement ce qu'est Axé, si tu permets. Donc, vas-y. on parle concrètement d'un espace d'environ 100 000 pieds carrés sur 2 étages à la place Victoria. Donc, on est en plein cœur du quartier des affaires L'ancienne de tour de la Montréal. bourse, là. Et on va même occuper, en fait, l'ancien parquet de la Bourse de Montréal, donc vraiment le berceau du Québec Inc. qui va reprendre vie grâce à cette initiative-là. Et en fait, à l'intérieur d'Accès, on a regroupé, en fait, plusieurs startups à fort potentiel de croissance et de commercialisation. Et autour d'eux, en fait, on est allé chercher vraiment des acteurs qui peuvent les accompagner, les soutenir, que ce soit des incubateurs, accélérateurs. En fait, il y en a plusieurs qui viennent s'installer dans Accès, des fonds d'investissement qui vont être membres chez nous, des organismes d'accompagnement. Je pense entre autres à nos amis de Québec Tech, le Conseil d'innovation du Québec, pour n'en nommer que quelques-uns, et des entreprises privées aussi qui ont le souhait de travailler en innovation ouverte avec notre écosystème startup. Donc, c'est vraiment une masse critique d'acteurs qu'on déploie autour de nos entrepreneurs dans un lieu comme celui-là. Ça a-tu été dur de convaincre ces acteurs-là de se joindre au projet? Honnêtement, non. Ah ouais? Honnêtement, non. En fait, ben, quand moi je suis arrivée, il faut savoir qu'il y avait déjà plusieurs acteurs qui avaient manifesté leur intérêt envers le projet. Donc, je le dis souvent, moi, quand je suis arrivée en poste, j'ai hérité d'un beau bébé en santé où tu sais, toute l'intentionnalité qui avait été mise autant dans le design du lieu physique, mais aussi dans ces partenariats-là. Donc, il y a beaucoup de travail qui avait été fait en amont de mon arrivée. Et ça, j'en suis d'ailleurs extrêmement reconnaissante. Mais non, je pense qu'à partir du moment où les gens ont compris quelle était l'intention derrière, les gens se sont rapidement ralliés autour de cette initiative-là. Puis il faut savoir que ça s'inscrit aussi, ce projet-là, Étienne, en fait, dans la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation du gouvernement du Québec. Donc oui, pour soutenir l'entrepreneuriat technologique innovant, mais surtout, en fait, pour stimuler l'investissement et la commercialisation des innovations technologiques qu'on développe au Québec. Donc ce lieu-là va devenir aussi une vitrine sur l'international lorsque l'international vient à nous. Donc souvent, je fais le parallèle avec une espèce de mission commerciale inversée. Ça va être à la fois notre point de repère en tant qu'écosystème, mais ça va être aussi notre vitrine, en fait, pour pouvoir showcaser, pardonnez-moi l'anglicisme, ce qu'on développe ici même au Québec. Ben, en fait, c'est ça, c'est comme un peu le flagship, Exactement. ça le dit, c'est le hub. La place Victoria, tu en as mentionné l'ancien parquet de la Bourse de Montréal avant sa fusion avec le TSX. C'est un symbole qui est quand même fort, tu sais, pour Montréal, pour le Québec. Tu sais, est-ce que c'est simplement, c'est pas trop corporate, justement, de dire on vient emmener nos startups à innovation technologique dans le parquet de la bourse des entreprises cotées en bourse? Comment est-ce qu'on va réécrire cette Mm. histoire-là avec cet espace-là? Mais je pense qu'au-delà de la symbolique puis de l'historique du lieu qui a un lien direct avec la raison d'être du projet, c'est aussi un emplacement qui est hyper stratégique. Donc, on est, comme je le disais, en plein cœur du quartier des affaires de Montréal. Donc, il y a cette notion d'accessibilité au lieu. On l'a dit, on va accueillir beaucoup de délégations internationales, d'investisseurs étrangers. Donc, c'était vraiment important à ce niveau-là, entre autres choses. Et bien, si on peut faire le parallèle, effectivement, de vouloir impliquer aussi le privé, donc que le Québéking soit impliqué dans une initiative comme celle-là. Donc oui, on est soutenu par les 3 paliers de gouvernement, mais récemment, à l'automne, en fait, on a annoncé l'implication de partenaires privés, dont Bell, Google, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ. Donc, je pense que ce maillage-là entre les acteurs publics et privés va faire partie des clés du succès dans un hub comme celui-là. Fait que concrètement, pour bien comprendre, en fait, n'importe qui, entrepreneur, start-up,
va pouvoir louer un local, venir s'établir, aller travailler là au jour le jour, participer à des événements, des conférences, des TED Talks, who knows. Ça va être vraiment ouvert à tous, là. Oui, en bonne partie, mais il faut savoir qu'au niveau des organismes qui sont locataires chez nous, il y avait quand même certains critères à respecter. Donc, au niveau des startups, on voulait vraiment des startups technologiques qui démontrent un potentiel de C'est ça. croissance Si tu et un de boulanger, commercialisation. ultimement, c'est peut-être pas le meilleur spot pour Non, toi, tu sais. effectivement, on est vraiment sur les entreprises technologiques, c'est le créneau. Par contre, on n'est pas sur une verticale en particulier. Donc, on peut avoir vraiment des entreprises dans différents secteurs Ça peut être une d'activité. innovation manufacturière, innovation d'une app technologique Peu importe le IT. secteur, en autant qu'on a vraiment un produit ou une solution vraiment technologique innovante. Donc, c'était un des critères, en fait. Et pour les autres organismes, il y avait des critères aussi. Autrement dit, une entreprise privée qui souhaite s'établir dans l'accès doit obligatoirement avoir une entente de partenariat en innovation ouverte avec un incubateur accélérateur comme, par exemple, le Santec. OK. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont approchés, qui étaient fort intéressées à venir s'établir chez nous. Mais il y a eu quand même un travail, en fait, de sélection, en quelque sorte, toujours dans le but de s'aligner avec la raison d'être du projet, puis être certain que chaque acteur vienne non seulement bénéficier des ressources disponibles dans l'accès, mais surtout contribuer puis créer de la valeur pour l'écosystème. Donc, on s'est vraiment assuré de ça à chaque étape du processus. Donc, d'avoir les bons joueurs qui sont là pour les bonnes raisons, qui comprennent les objectifs et la raison d'être du projet, et toujours se rappeler que nos entrepreneurs sont au cœur du projet en question. C'est super intéressant. Puis le concept de hub d'innovation n'est pas sorti de nulle part, en fait. C'est pas un lapin d'un chapeau. Ça existe ailleurs dans le monde. Puis pour m'aider à comprendre, j'ai rencontré, en fait, une personne qui fait partie des groupes des fondateurs de Station F à Paris, qui est probablement, qui se veut plus qu'un hub. Il appelle ça un campus, une mini-ville à start-up, à innovation technologique. Et on écoute à l'instant. Station F, à la différence des YC ou d'autres programmes d'incubation comme le tremplin, c'est on part sur une base, on est un campus. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas un incubateur, on est une somme de différentes ressources. Déjà, il y a 30 programmes qui sont 30 incubateurs ou accélérateurs. Ils ne sont pas forcément le même niveau les mêmes cibles. C'est-à-dire que des programmes vont cibler des startups en avançage, d'autres, donc en général des accélérateurs, vont cibler des startups un peu plus avancées qui ont une première source de traction, une levée de fonds ou du revenu. Et donc, en fait, en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur, tu vas sur le site de stationf.co, il y a 30 programmes. Donc, il y a 30 propositions de valeur et 30 process de sélection. Donc, en fonction de tes besoins en tant qu'entrepreneur, tu vas postuler à l'un des 30. Certains programmes sont portés par des grands groupes que j'ai cités, du LVMH, du L'Oréal, Paris Saint-Germain, Microsoft et d'autres. D'autres sont portés par des grandes écoles universités, HEC Paris, l'INSEAD, Centrale Supélec, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France. Et d'autres sont portés par des incubateurs de métiers. C'est leur cœur de métier d'accompagner des boîtes. Tu peux y avoir des studios comme Entrepreneur First ou Marble. Pareil, un studio sur la partie Climate Tech et Deep Tech. Et Station F, nous aussi, on a 2 programmes qu'on gère en direct sur du early stage. Et donc, ça, c'est la première brique du mot campus. C'est que finalement, tu as le choix entre 30 tracks universitaires. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Et chaque startup fait partie de Station F et a donc des ressources communes qui sont Station F et des ressources propres qui sont liées au programme dans lequel la startup opère. Deuxième sens du mot campus, c'est que tu vas avoir donc ces ressources communes, tu vas avoir des bureaux de mentorat, notamment Apple, Google, AWS, Snowflake, OVH ont des bureaux où ils vont proposer des ressources d'accompagnement technologique et business. 1 à 2 fois par semaine, vont faire des office hours, vont faire des workshops, donc ce genre de ressources, et c'est ouvert à toutes les startups du campus, quel que soit leur programme. Et puis aussi, vous allez avoir un intranet commun, vous allez avoir des salles de réunion, vous allez avoir des perks, donc des avantages qu'on va négocier pour les startups, donc des softwares gratuits, ce genre de choses. Et puis, troisième sens du mot campus, il y a aussi des logements. Et donc, ça s'appelle Flatmates, et donc c'est un espace de logement. Et donc, encore une fois, vous n'êtes pas parisien, vous allez pouvoir postuler un programme. Votre programme, en général, est reconnu par la French Tech, donc par l'État, et peut vous donner accès à un fast track pour un visa business. Et puis, si vous n'avez pas le temps de chercher un logement à Paris, vous pouvez très bien atterrir dans une chambre à Station F, à Flatmates. On ne demande pas de garant et c'est assez rapide. Certains restent 3 mois, d'autres restent plusieurs années, donc ça dépend. Et donc, la différence par rapport à un tremplin, c'est qu'un tremplin, c'est un programme, on en a une 30aine,
Et ce qui est important, c'est que les startups peuvent faire plusieurs programmes. Alors, pas en même temps, mais l'un après l'autre. Et donc, en fait, on donne une deadline. Tu as 2 ans pour faire le nombre de programmes que tu veux, dont tu as besoin. Encore faut-il être sélectionné, hein. Et ensuite, tu dois laisser ta place à d'autres startups. Donc, il faut que ça tourne. Laurent Simon, Luc Sirois, merci beaucoup de vous joindre au Dérangeant. Salut, merci de l'accueil. C'est- Bonjour, bonjour. Ça faisait longtemps, je pense qu'on voulait vous recevoir tous les deux. Vous étiez sur notre radar, l'innovateur en Sur chef et en votre même hit temps. list, on Et était. exact. Puis là, ça prenait un projet d'envergure comme accès pour make it happen. En fait, moi, je veux juste comprendre avec votre connaissance, parce que ça fait, pour nous, simples néophytes, on vient de l'apprendre. Ça fait quelques mois que ça commence à bouillonner, à foisonner le mot d'accès à Montréal. Mais pour vous, ça fait 4-5 ans que tu sais, vous flirtez avec le sujet pour le hub d'innovation au Québec. Ah, Là. plus que 4-5 ans, ça fait 7, 8, 9 ans. Qu'on en Ah. parle pour le Québec, Ah oui, pas ah juste oui, dans ok. le monde. Ah oui, oui. Ben, le concept existe depuis longtemps, mais ce qui s'appelle accès aujourd'hui, ça fait longtemps que ça germine. Richard a amené ça. Il y a plein de monde à Montréal qui s'était dit, hey, tu sais, pourquoi qu'on ne déménagerait pas ensemble? OK. Mm. Puis, fait que ça l'a pris quand même tout ce temps-là pour s'opérer. Moi, je veux comprendre pourquoi on devrait s'exciter avec ce concept-là d'un hub d'innovation, Laurent. Bah, parce que ça va venir, on l'espère, répondre à un besoin, qui est le besoin justement d'encore plus de rencontres, de collisions, de solidarité autour des projets. Et puis on dit souvent, ça prend un village pour élever un enfant. Bah, ça prend probablement plus qu'un incubateur pour faire des entreprises aujourd'hui impactantes et en croissance. Ben, tu le mentionnes aussi, ça prend plus qu'un incubateur. Moi, je l'ai vécu de mon parcours d'entrepreneur. J'en ai fait plusieurs. Il y a eu à l'époque le CEIM, il y avait Innocentre, il y avait le Santec, il y en avait. Est-ce qu'on peut aspirer un jour à ce que tout ce monde-là se retrouve sous le même toit pour vrai? Ben, j'ai l'impression que c'est l'ambition ici, qui va être aussi porteuse de défis, mais c'est l'ambition, c'est l'intention. Puis de poser aussi la question, pourquoi pas, de la place des clients, des investisseurs, de la place des citoyens dans une initiative comme celle-ci, à la fois en accompagnement, mais aussi toutes celles et ceux qui peuvent bénéficier de ces des produits, services de ces nouvelles entreprises. Puis dis-moi, Luc, de ton côté, dans le Conseil de l'innovation du Québec, ça a été quoi le rôle que vous avez joué pour mettre ça en place, pour venir épauler la création d'accès? Ben, il y a toute une gang de personnes puis d'organisations qui ont été Bouillonne qui foisonne autour du oui, projet. qui là. se sont ralliés autour du projet, du leadership qui avait été avancé au début, puis qui ont poussé chacun avec son petit ingrédient magique. Je pense que c'est ça la clé, c'est d'avoir des individus motivés, entrepreneuriaux, engagés, qui fait qu'un projet prend vie, puis qui fait qu'une communauté ça continue de vivre. Puis là, c'est des gens qui se disent, hey, on va se créer un lieu emblématique, un lieu extraordinaire. Puis pour les startups, puis c'est drôle, hein, pour les accélérateurs et les autres organisations, Startup Fest va être là. Nous, le Conseil de l'innovation, on n'accélère pas des startups, mais on Il faut que vous joue soyez sur proche, cette là. glace-là. C'est ça. Ben, il faut, c'est peut-être. On va voir comment ça se passe, mais moi, je suis convaincu que de croiser tous les jours à la machine à café, ben, on sera plus capable de partir de la machine à café. Là, c'est ma plus grande peur. J'ai dit, moi, passer ma journée là, c'est Faudrait sûr. surtout pas engager un barista parce que là, tout le monde va y aller. Il y en a un, ben oui. Wow. Mais dans les ascenseurs, les corridors, partout, on va avoir mille et une occasions de se croiser. Déjà, nous, on s'était installés au Santec, où là, il y a les startups, les grandes entreprises, il y a des événements, ça fait qu'il y a différents VIP, personnes qui passent là, puis à la machine à café, là, il y a du monde Il y a de intéressant. la collision qui se fait. Puis là, c'est donc des organisations entre elles qui ont toute une espèce de vocation d'impact en société, mais par l'innovation, l'entrepreneuriat technologique innovant. Ça va être toute une dynamique intéressante. Là, je vous entends parler, puis je me dis quasiment que c'est unfair. C'est quasiment pas juste pour le monde qui ne seront pas là, en fait.
Parce que Ben, c'est c'est... important que tu dises ça parce que justement, là, Geneviève et moi, on en parle souvent. Là, ce lieu-là, c'est pas le lieu juste des personnes qui vont être C'est locataires. pas un club select, là. C'est le clubhouse d'un grand club de milliers de personnes qui veulent développer l'innovation. Fait qu'il faut le voir comme notre endroit, notre repère. Il faut le voir comme un endroit où on peut aller se rencontrer, on peut organiser des événements, on peut se donner rendez-vous, on peut aller travailler aussi. Pour les régions, c'est comme le pied-à-terre à Montréal, en plein cœur du quartier international. C'est aussi une espèce de creuset d'expertise, de savoir-faire qui peut être amené ailleurs dans les régions. C'est pour tout le monde. C'est vraiment... Ben, c'est le message, en fait, qu'on envoie. Si tu lèves la main, tu peux y aller. C'est pas... Il n'y a pas une barrière pour y arriver. Toi, Laurent, à HEC Montréal, il y avait Mosaïque. Es-tu capable de nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faites chez Mosaïque? Alors, Mosaïque, c'est un pôle. Un pôle à HEC Montréal, c'est un regroupement de profs et d'étudiants-chercheurs qui travaillent directement avec le milieu. Ça fait 15 ans que Mosaïque existe et notre modèle mental à nous, c'est de travailler sur la chaîne de valeur de l'innovation, mais directement avec les entreprises ou les institutions. Donc, de coproduire des connaissances sur les meilleures pratiques pour organiser et faire arriver l'innovation. Moi, je me souviens, j'avais travaillé dans le temps avec Biogénique, avec Mosaïque, où est-ce que, ben, je ne sais pas si c'est Mosaïque directement, mais on avait participé à toute une refonte du UI UX de notre plateforme web avec des étudiants du HEC, avec de l'okilométrie, où est-ce qu'ils voyaient, où est-ce que les gens cliquaient, puis c'était 100% gratuit, c'était tout payé, c'était Ouais. vraiment, mais c'était des étudiants, c'est juste ça, c'était un peu plus long, mais j'étais comme, mon Dieu, puis c'était, de mon côté, ça avait pris à peu près 4 ans ou 5 ans avant que je sache que c'était possible de travailler avec HEC pour améliorer notre plateforme. Fait qu'il y a vraiment des opportunités de venir collaborer avec les chercheurs, les Tout à fait. étudiants, les acteurs, mais j'ai l'impression que chaque université ou que chaque joueur avait un peu son programme. Et là, est-ce qu'il y a le rêve d'avoir vraiment une plateforme centralisée, une espèce de service de concierge où est-ce qu'on sait que tout est possible et qu'est-ce qui existe? Alors, je ne sais pas si les universités vont partager ces initiatives-là. On Mais on a des dit HC est collaborations. censé avoir des chercheurs qui vont être accessibles. Certainement, certainement. Et puis, ces collaborations existent, ont toujours existé. Elles se font souvent de prof à prof. Euh, Moi, j'ai le sentiment justement qu'Accès offre un terrain de jeu où on va pouvoir faire ça un peu plus naturellement, peut-être un peu plus organiquement aussi. Oui. Si on sait que le lieu existe et qu'il est habité, qu'il est animé, ben on peut y envoyer effectivement nos étudiants. On peut peut-être plus naturellement aller à la rencontre des entrepreneurs, des développeurs, et puis mettre la connaissance à leur service. Parce qu'on dit justement qu'on va mettre des gens, on va créer des collisions. Ça va être un catalyseur. Mais si on met les bonnes personnes dans un sous-sol mal éclairé, ça peut marcher aussi. C'est ce qu'on a fait, en fait, depuis la nuit des temps au Ben Québec, oui. sans avoir eu de hub d'innovation. Fait que c'est quoi l'ingrédient secret entre les murs de Axé qui va Ben, permettre... tu l'as dit, Étienne, écoute, c'est le monde. C'est le monde, c'est les... C'est la machine à café, c'est ça que tu as dit. Ben oui, moi, écoute. Mais là, dans un endroit qui est moins beau, c'est pas grave. Mais il y a même des endroits où ils ont, pendant des années, pas eu de lieu, de building, d'édifice. Mais les gens se connectaient, se réunissaient, Mais des en fois fait, dans des je vais rebondir ce cafés. que tu dis, parce que c'est vrai que de mon expérience, quand je me suis lancé en affaires, le monde, il a fallu que j'aille les chercher. Il a fallu que je leur cours après. Il a fallu que je prenne le téléphone, que j'envoie une tonne de courriels. Puis c'était dur d'avoir qu'on m'ouvre la porte, de passer la foutue secrétaire, là, puis qu'elle me donne le meeting. Tandis que là, si on met les gens dans un même lieu, ça va être beaucoup plus facile d'accès. Tu Ben l'as non, fait un regarde, peu avec Hacking Health, Lux. Je sais pas si... ben oui, puis Parlons-en, regarde, mais... tu l'as bien décrit dans la séquence. C'est dans la séquence, là, toutes ces connexions que tu as fait là, comme entrepreneur, les contacts, les clients, les fournisseurs, ceux qui ont capables d'alimenter tes travaux, tout ce réseau-là de monde qui savent des choses, puis là, qui acceptent de travailler ensemble, puis qui même commencent à avoir
des relations, puis du plaisir à travailler ensemble, de la fidélité pour les uns les autres, puis de la passion pour ton projet. Je me rappelle à l'époque comment ce projet-là était passionnant, puis je te voyais aller, puis tu étais un exemple à suivre, puis tu as développé autour de toi tout un groupe, sans peut-être t'en rendre compte, de gens qui te suivaient, qui s'inspiraient. Bon, tout ça, là, ce réseau de monde-là qui sont motivés, qui sont connaissants, qui poussent dans la même direction, c'est ça qui fait qu'après ça, s'ils se dotent d'un lieu ou si tu crées un lieu pour que ces choses-là se passent plus facilement, ben c'est ça la magie. Le fait qu'il y ait des beaux murs, que le décor soit bien fait puis que ça soit fonctionnel, c'est accessoire. C'est ce qui se passe entre les gens qui comptent. Le lieu physique n'est pas une fin en soi. Moi, je le dis depuis le début, c'est vraiment un prétexte, c'est une plateforme, c'est une tribune pour favoriser les échanges. Puis nous, notre rôle, en réalité, c'est vraiment d'orchestrer ce qui va se passer à l'intérieur de ces murs-là. On a parlé tantôt de la diversité d'acteurs. Ça rend l'intangible plus tangible. On sait que l'innovation, on va se le dire, c'est un sport de contact. Il ne faut pas négliger non plus le pouvoir du présentiel et d'avoir donc cette diversité d'acteurs. Tu l'as bien dit tantôt, Laurent, au niveau justement des incubateurs universitaires, bien, il y en a plusieurs. On a des V1 Studios qui sont affiliés à Concordia, le MT Lab qui est affilié à l'UQAM. Donc, c'est d'avoir ce tiers-lieu qui se veut, je dirais, peut-être un peu plus agnostique d'une certaine façon et qui permet justement de créer cet espace différent de ce que chacun fait de son côté. Donc, je pense que c'est d'arrêter de travailler en vase clos et éventuellement même de pouvoir mutualiser certaines ressources. Je pense dans Accès, entre autres, on a parlé beaucoup d'espaces de travail, de rencontres, d'événements, mais il y a un atelier... De machines à café. Il y a on a un atelier de prototypage, on a 2 grands espaces événementiels aussi et des événements qui vont pouvoir être proposés, en fait, oui, par les organismes locataires, mais aussi par des organisations externes. Donc, ça devient aussi une autre façon de s'approprier le lieu en tant que tel et de faire en sorte qu'on n'a pas toujours non plus la même crowd à l'intérieur du lieu. On veut pouvoir justement générer des nouvelles connexions, autant à l'échelle du Québec qu'avec les gens qui vont nous visiter. Tu parlais d'Hacking Health, c'était la façon d'utiliser des événements pour connecter les gens. Puis là, pendant des moments éphémères, pendant quelques jours, là, ils étaient dans un lieu ensemble, puis là, il se passait un bouillonnement. Ça fait que c'est un ingrédient magique aussi, un événement pour faire que la mayonnaise pogne, que les choses arrivent. Dans le mix, là, c'est important. Donc, tu as le contenant qui est un endroit exceptionnel, qui est emblématique aussi. Il y a quelque chose de symbolique. Hein? Vous l'avez mentionné au début, c'est l'ancien parquet de la Bourse. Donc, c'est un lieu historique où il s'est passé des choses importantes pour Montréal qui est réinventé, qui est refait avec une nouvelle vocation, mais dans le même endroit. Fait qu'un endroit symbolique, des événements pour brasser le monde, des réseaux de gens qui veulent puis qui poussent. Ça fait partie du mix. Mais moi, je me souviens, puis Hacking Health, c'est comme le minimum viable product parce que tu avais choisi le café sur Saint-Denis comme lieu de rencontre, me semble. Oui, la brûlerie Saint-Denis. La brûlerie Saint-Denis. Tous les mardis soirs, c'était notre le quartier général, là, finalement. Puis les gens se pointaient, là. Il est comme ça pognait. T'étais venu? Oui, souvent, plusieurs fois. Oui, c'était là. Et puis c'est comme ça que Hacking Health a levé quand l'espèce de réseau social de monde s'est mis à travailler puis à pousser dans la même direction puis qui a grandi. Puis le lieu, c'était pour se rencontrer. Mais il y a aussi de provoquer Minimal Viable Product, c'est important. Tu forces de dire, OK, là, on se rencontre là, c'est maintenant que ça se passe. Tu peux pas être perfectionniste. C'est impossible. Donc, tu peux juste focaliser sur « faut que je finisse quelque chose ». J'ai plusieurs personnes qui sont ensemble. Chacun apporte un ingrédient différent, un talent, une connaissance, un morceau du robot. Et puis, on fait un MVP. Laurent, dis-moi, de ton côté, la clé du succès. La clé du succès, puis si on reste sur Accès, tu le décrivais tout à l'heure, acquérir un réseau, ça a un coût. Ça demande un travail important. Si tu sais qu'il y a un réseau qui est là et que ce réseau, au fond, c'est un réseau de réseaux, tu viens d'économiser beaucoup, beaucoup de temps. Dans les modèles qu'on réfléchit, et puis Luc est très familier avec ça, on parle avec mon collègue Patrick Coindé de Middle Ground.
Un espace intermédiaire, c'est pas juste un lieu, un espace intermédiaire d'innovation, comme le décrivait Luc, ça prend aussi travailler les questions qui nous animent. Qu'est-ce qu'on a envie de creuser ensemble? Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Ça, c'est cette idée d'un espace cognitif partagé. Euh, Ça prend des projets, c'est-à-dire il faut faire. Si c'est juste d'en parler, ça avancera pas. Donc il faut que ça stimule les gens qui sont là à avancer, à montrer, à exposer. Puis pour ça, ça prend des événements. Et là, tu as les 4 clés pour nous qui sont, en anglais, c'est Places, Spaces, Projects, Events. Attends, répète-moi ça. Vas-y. Places, ça prend un lieu. La place, oui. Spaces, c'est quoi les questions qui vont nous animer? C'est quoi l'espace cognitif dans lequel on a le goût de travailler ensemble? Hacking Health, c'est l'innovation en santé. Oui. Puis on pourrait avoir, donc c'est quoi la Là, ici, thématique? c'est l'entrepreneuriat. Développer, Ouais. faire en sorte que le Québec soit un lieu où les startups soient créées puis réussissent. C'est ça l'espace cognitif. On a toute cette obsession-là. Puis dans Accès, tous ceux qui sont mis ensemble, c'est ceux qui sont obsédés par cette question-là. Puis le troisième. Projects. Tu peux pas juste venir là en browser ou pour prendre des choses. Il faut que tu viennes avec quelque chose, puis faut que ça te donne le goût d'avancer. Tu peux pas être un preneur, faut redonner aussi. C'est parce ça, que il y a une logique d'économie Faire un du don projet. derrière ça. Et Faire puis- un projet, hey, t'apprends tous les problèmes, tu les résous, tu vas chercher les morceaux. C'est un immense accélérateur. Faire un projet, c'est comme ça que tu t'appropries puis C'est vrai. t'avances. Et ce qui force à faire, bien souvent, c'est les événements. Si on te dit, regarde, on s'est vu il y a 2 semaines, on se revoit dans 2 semaines, puis tu vas nous montrer comment tu as évolué, l'événement, ça te force à avancer. Donc, ces 4 clés-là, c'est des clés d'animation. Geneviève parlait d'orchestration, c'est ces dimensions-là qu'il faut garder en tête. Et puis, garder ça vivant le plus possible. Réénergiser, inviter d'autres mondes, aller amener du monde qui va peut-être t'empêcher de penser en rond. Et puis, Là, je vous écoute parler depuis tantôt, puis ça m'apparaît une évidence que toute ville à travers le monde qui a une ambition d'innovation doit se doter d'un espace comme celle-là. Donc, la question dérangeante que je ne peux pas éviter, c'est y a-t-il encore des guerres au Québec de on ne veut pas travailler ensemble, on travaille, on tire la couverte de notre bord pour nos propres budgets en entrepreneuriat, en innovation? Est-ce qu'on est, on est au-dessus de la mêlée enfin pour une fois ou pas? Je pense que si on veut se démarquer à l'échelle internationale, il faut définitivement se structurer davantage puis faire front commun. Parce qu'au final, c'est l'écosystème start-up du Québec qu'on essaie de On positionner à compétitionne contre l'international. Boston, Puis contre San Diego, oui, puis contre je tiens à mentionner Paris. que ce qui est au cœur, c'est pas juste de faire émerger des projets entrepreneuriaux, c'est d'accélérer la commercialisation de ce qu'on développe au Québec. Et on le sait qu'on est à cette étape-là. On a plusieurs talons d'Achille qu'on doit adresser. J'ai pas la prétention de dire qu'Accès va être une réponse à tout ça, mais va certainement permettre d'accélérer cette commercialisation-là, entre autres choses. et probablement qu'il faut faire attention aussi tu sais, à pas. Il faut préserver l'autonomie des différents acteurs. Tu sais, Tout mais à fait. favoriser encore plus de rencontres, encore Exact. plus de connexions, encore plus de visibilité, même éventuellement sur ce que fait chacun dans son coin. Il y aura toujours une forme de compétition pour les ressources, mais L'humain justement, est humain. Il y aura de la jalousie, veut pas, Ouais. puis ça va C'est exister. c'est même pas de la jalousie, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que à des ressources limitées, là, il y a les instincts primaires des humains qui rentrent en jeu. Là, leur survie, des fois, quand elle est menacée, c'est pas facile. La clé, c'est de trouver c'est quoi le gagnant-gagnant-gagnant? Quand tu arrives à trouver des projets communs qui vont permettre à chacun d'accomplir ses objectifs qui peuvent être un peu différents, ben là, tout à coup, ça t'arrive à faire Je avancer pense dans que la même c'est direction. de mettre à profit les forces de chacun. Et pour ce faire, il faut comprendre la complémentarité entre les acteurs, puis justement, peut-être arrêter de faire les choses en double et en triple. Moi, ce que je trouve super intéressant, puis c'est même Luc qui l'avait mentionné, on a eu beaucoup de rencontres avec des comités d'orientation. Tu sais, tout ce qu'on a développé en amont de l'ouverture d'Accès, c'est pas quelque chose qu'on a fait sur le coin d'une table entre nous. Ça a été fait vraiment en mode co-création avec les acteurs sur le terrain, avec les entrepreneurs, avec les acteurs d'accompagnement. Donc, on n'a rien inventé nous-mêmes. C'est On l'a Geneviève. vraiment co-créé. Geneviève qui nous a réunis. Geneviève est allée chercher là, différents joueurs clés dans le groupe des personnes qui bâtissent puis qui vont s'installer dans Accessé, puis elle les a réunis. Puis pendant des semaines et des mois, on a
elle nous a fait explorer des questions sur qu'est-ce que vous allez contribuer, ça va être quoi les règles du jeu, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble puis aller plus loin, comment on peut s'entraider, comment on va animer le lieu, quel événement on pourrait organiser, plein de sujets comme ça qui n'avaient absolument rien à voir avec les pieds carrés, le design de la place, la disposition des pièces et des meubles. Ben, regarde, on parle ici d'un hub d'innovation depuis tantôt, puis est-ce qu'on a parlé d'architecture? Pas en tout. Pas en tout. Non, c'est On pas. on parle de monde, de passion, de projet, d'impact. Puis ça prend des personnes comme Geneviève qui orchestrent tout ça pour que ça se passe. Comme tu es notre chef d'orchestre là, de podcast aujourd'hui. Écoute, je vais m'en tenir à ce rôle-là parce que, en fait, l'idée de rassembler, d'avoir une ambition forte, c'est pas unique à Montréal. On l'a vu avec ce qui se passe à Station F à Paris. En fait, ça fait 10 ans qu'ils tendent à avoir cet objectif-là. Donc, écoutons en nouveau Marouane de l'équipe fondatrice de Station F qui nous explique comment eux ont fait. Et donc, le fondateur, donc Xavier Niel, avait finalement 3 ambitions à travers ce projet. C'était de se dire, il commence à y avoir une vague entrepreneuriale en France assez importante. Il faut pouvoir accompagner ces créateurs de projets, ces porteurs de projets. Donc, il faut un lieu assez grand parce qu'il y a une croissance assez forte. L'écosystème existe, mais il est assez fragmenté. Donc, il faut réunir les parties prenantes sur un seul et même toit. Et c'est tout l'enjeu Station F et d'un hub, c'est qu'il y a des startups, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un ensemble d'acteurs qui vont jouer sur la chaîne entrepreneuriale. Et puis, troisième enjeu qu'il a aussi poussé à créer ce type de lieu, c'est de se dire il faut qu'on arrive à diversifier l'écosystème. La France, et comme beaucoup de pays, il y a une tendance naturelle à avoir le même profil, qui viennent des mêmes formations, qui viennent des mêmes régions géographiques, on va dire ça. Ici, c'est Paris, intramuros, grande école. Et donc, comment on arrive à avoir ces talents-là, mais aussi d'arriver à trouver d'autres personnes qui ne correspondent pas au moule classique de l'entrepreneuriat qu'on ne voit pas dans les stats. Et se dire, eux aussi, ils ont la capacité d'être entrepreneurs, on va aussi les sourcer et les accompagner. Donc, il y avait vraiment ce triple enjeu qui a poussé à la création de Station F. De ton côté, Geneviève, est-ce que dans l'équipe d'Accès, il va y avoir, on parle d'orchestration, mais est-ce que tu vas avoir des employés à temps plein pour faire de l'animation, pour venir justement créer ces collisions-là? Comment l'équipe va venir jouer son rôle? Bien, tout à fait. Il y a déjà une équipe qui est en place, donc on a été très discret jusqu'à maintenant, mais sachez que tout ça se prépare depuis un certain temps déjà. Donc oui, on a même établi en fait une stratégie d'animation pour être vraiment intentionnel sur la manière dont on allait alimenter cette fameuse programmation d'événements, d'opportunités, de maillage. Et puis, comme je le disais tantôt, on l'a fait vraiment en allant sonder sur le terrain quels sont les besoins, les attentes, les objectifs des clientèles qu'on va desservir, principalement donc nos entrepreneurs. J'aurais tendance, Luc, Laurent, à vous questionner sur est-ce qu'on parlait justement de garder la spécificité, la régionalité. Il ne faut pas non plus tout rassembler absolument sous un même toit parce que ça peut enlever des fois des innovations dérangeantes qui viennent du champ droit. Est-ce que d'avoir un lieu comme Accès n'est pas au détriment des régions du Québec? Geneviève parlait d'intentionnalité. Je pense qu'une partie de l'intention, c'est de s'assurer aussi qu'il y ait un mouvement entre les régions et Montréal, puis un mouvement qui est nécessaire. Sur les grands enjeux d'innovation aujourd'hui, si on prend, il y a des questions très évidentes, le vieillissement, par exemple. On ne va pas vivre les mêmes réalités à Montréal et en région. Si on veut parler d'enjeux d'innovation, par exemple en agroalimentaire, on va devoir aussi passer par les régions. Je pense qu'il y a un défi, là, c'est clair, mais ce défi, pour moi, il est gérable si on garde, au fond, le focus sur cette idée de mouvement, de déplacement, et puis qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi des régions, qu'est-ce que les régions peuvent apprendre. Il y a des industries très spécifiques auxquelles on peut imaginer de contribuer à partir de Montréal. Je pense, je ne sais pas, aux industries minières, aux ressources et autres. Mais on va avoir besoin de mieux comprendre leur réalité sur le terrain pour être pertinent comme entrepreneur ou comme innovateur pour ces industries-là. Donc, il faut s'assurer que ce mouvement-là existe. Puis, en fait, un des exemples dans ma recherche que j'ai vu, c'est Communitech à Waterloo, qui est, en fait, qui n'est pas à Toronto, justement. La particularité de Communitech, c'est d'être, justement, pas dans un grand centre. Puis ça a bien marché. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Accès ait des campus satellites éventuellement? Ou au contraire, chacun a sa mission et son focus? Luc? Là, c'est une grosse question parce que c'est sûr que
Moi, je suis... Moi, j'en ai plein des comme ça. Fait que Ouais. prépare-toi. Hein. Ben, écoute, moi, je suis beaucoup de mon temps dans les régions avec des leaders régionaux dans tous les coins du Québec. Et puis, il se passe des choses extraordinaires partout. Puis c'est sûr que on l'entend pas souvent, mais on devine le commentaire. Ben oui, c'est encore à Montréal. Ben, en quelque part, il faut quand même se réconcilier avec le fait que Montréal, c'est la métropole du Québec. Il y a la ville de Québec aussi qui est solide aussi, mais tu as une métropole qui doit être performante. Tu as une métropole Qui doit être sexy, doit attirer de qui l'investissement. doit briller, où la magie doit se passer, qui doit arriver à accomplir plus que ce qu'une ville relativement petite comme Montréal normalement arriverait à faire. C'est toi qui me racontais comment des fois Montréal, c'est gros comme Charlotte. À Caroline du Nord, Ouais. ouais. Ben oui. En termes de démographie et de poids économique, si on peut dire, comme une ville aux États-Unis, c'est la taille de Charlotte. Mais Charlotte, tout le monde s'en contrefiche un peu. Là. Ils n'ont pas de festival de jazz, ils n'ont pas de festival d'humour, ils n'ont pas d'art, ils n'ont pas de musée. Fait que Fait que pour c'est la des- taille de Montréal, on a beaucoup plus de poids à l'international pour finalement être un plus un pet. Là. Ben oui, puis donc il faut que la magie se passe, il faut que ça brille, puis donc ça prend des efforts pour que la métropole soit kick-ass. C'est vraiment, là, c'est important. Puis ça, il ne faut pas être gêné de ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les régions avec chacun leur façon de faire. Moi, la façon que je vois ça, gang, c'est de comment faire dans les deux sens. Comment faire que l'expertise qu'il y a dans Axe C, pensez, mettons, à le CHUM. Il ne peut pas avoir un CHUM dans chaque région du Québec. C'est un centre quaternaire, des super spécialistes avec toutes les facilités qui sont là. Puis pour des... L'hélicoptère qui peut atterrir sur le toit. Mais tu as des médecins généralistes et des hôpitaux dans toutes les régions du Québec aussi. Il y a une façon de faire que la force comme... J'adore Moi, l'analogie parce que c'est comme c'est un network, c'est un réseau neuronal, en fait, où est-ce que c'est le cerveau, puis après ça, tu as le système. Ben oui, puis là, tu travailles avec tes alliés dans les régions, tu partages ce savoir-là, tu restes connecté, tu t'organises pour que ça se passe, puis que les startups dans les régions puissent avoir accès aux mentors, aux experts. Moi, quand je suis à Matane, là, comme innovateur en chef, que mon bureau soit dans Accès ou pas, là, ça ne dérange rien pantoute. Mais c'est important que j'y sois à Matane, par exemple. Il faut quand même se déplacer. Puis le savoir, il faut que ça se transmette, puis qu'il y a des gens sur le terrain qui sont capables d'incarner ça. Je serais curieux de savoir, Laurent, de ton côté, de ton expérience, c'est quoi les enjeux ou les pôles d'innovation, justement, qui peuvent bien représenter les régions? Tu parlais d'agriculture. Est-ce que le manufacturier, est-ce qu'il y a d'autres secteurs économiques qu'il faut s'assurer de garder en tête dans l'innovation technologique? L'innovation technologique, c'est un instrument pour beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un travail intéressant à faire autour de certains grands axes qu'on a déjà mentionnés. Ça peut être évidemment l'agroalimentaire, ça peut être le secteur des ressources. On pourrait poser la question du secteur forestier, par exemple. On parlait de Matane, il y a des choses à faire de plus en plus en biologie marine, par exemple. Oui. Donc des champs d'application. Après, ce qui peut s'apprendre un peu plus, un peu mieux, c'est justement sur la dynamique entrepreneuriale. Plus on va avoir des entrepreneurs ensemble qui vivent des expériences partagées, plus ils vont être capables de construire sur une expérience en financement, une expérience en commercialisation. Donc c'est aussi le type de connaissances qu'on vise à faire circuler à partir de divers champs d'application, quoi. Et puis, il y a une dimension qu'on n'évoque peut-être pas assez, mais qui est aussi les retombées sociales de ces innovations. La santé dans les régions éloignées, par exemple. Le vieillissement de la population en régions éloignées, par exemple. Là, il y a une quantité significative de sujets pour lesquels on peut travailler, on doit travailler au-delà du territoire de Montréal, besoin évidemment. C'est intéressant que vous ameniez ça parce qu'il s'en fait des centres spécialisés dans les régions. Zone AgTech à la Naudière, la technopole agroalimentaire à Saint-Hyacinthe, les halles d'innovation manufacturière à Rivière-du-Loup,
le SNIMI à Drummondville pour enseigner justement tout ce qui est le numérique technologique. Comme en le réseau des manufacturier. CCTT, là, les centres En plus, collégiales. ben là, eux, c'est d'autres choses. Puis comment est-ce qu'eux peuvent devenir plus que juste un centre? Mais ces centres-là dont je te parle, c'est pas des CCTT, c'est pas un centre Ok, de non, recherche. Non, c'est pas des centres de recherche. C'est des lieux où des startups s'installent, on crée des entreprises, on aide les entreprises à développer des projets. Ils peuvent être là, installés. À Rimouski, c'est dans la biologie marine. J'oublie le nom du centre là-bas qui est juste dans l'arrière-cour de l'Université du Québec à Rimouski, là-bas. Donc, oui, il y a des hub and spoke possibles. On pourrait les établir. Ça sera peut-être phase 2. C'est de créer des ponts finalement. Puis on parle beaucoup de développer la culture de l'innovation au Québec. Puis je pense qu'il faut partager davantage les apprentissages qui se font dans différents secteurs d'activité. Je pense que ça prend plus d'histoires à succès, ça prend plus de partage aussi pour inspirer. Puis moi, je crois beaucoup au pouvoir aussi de la diversité, justement, cet aspect multisectoriel. Donc, des fois, on peut développer une innovation dans le secteur de la santé qui pourrait inspirer éventuellement une innovation dans le secteur du transport, par exemple. Donc, je pense qu'une des forces, entre autres, d'avoir un hub qui est multisectoriel, c'est justement de pouvoir s'influencer mutuellement à travers des actions très, très concrètes. Donc, l'innovation, comme on le dit, prend vie à partir du moment où on crée des projets. Donc, on en parle beaucoup au Québec, mais de se mettre en action, puis il y a des très belles initiatives qui, malheureusement, ne sont peut-être pas suffisamment partagées. J'ai envie de rebondir là-dessus. Parce que dans mes recherches, puis j'ai toujours l'idée d'écrire un livre un jour que j'aimerais ça appeler « Fuck normal », mais clairement, aucun éditeur va accepter ce titre-là. Mais bisouille la normalité. J'aime ça. L'instabilité de la normalité. Une des histoires que j'ai remarquées, en fait, que j'ai vues, c'était Microsoft qui a présenté une innovation pour que des joueurs de jeux vidéo tétraplégiques puissent jouer avec leurs yeux. Puis c'est un médecin de McGill qui a vu ça dans une soirée de start-up, d'innovation. Puis il dit « Hey, je peux-tu l'avoir dans ma salle d'opération? Parce que plutôt que d'enlever mes gants puis d'aller m'aseptiser, ben, je pourrais juste aller consulter les laboratoires puis sur mon ordinateur en cliquant avec mes yeux. » Puis donc, une innovation pour les jeux vidéo, finalement, s'applique au domaine de la santé et vice-versa. C'est un très bel exemple. Et c'est là que s'il n'y a pas ces occasions-là, quand on parle de pollinisation croisée, c'est exactement ça qu'on veut dire concrètement, en fait. Ben, j'adore. Puis, en fait, je serais curieux de... Là, c'est le moment de peut-être brag de vos voyages et de votre expérience à travers le monde. On a parlé de certains hubs comme Station F, comme Communitech. Lesquels vous ont le plus inspiré dans vos recherches ou que vous avez eu la chance de visiter? Puis qu'est-ce que vous avez retenu de ces visites-là? Geneviève, je pense que tu as visité Paris & Co également. Oui, j'ai visité effectivement différents hubs, mais les modèles diffèrent d'un endroit à l'autre. Si on prend l'exemple de Paris & Co., en fait, c'est une quinzaine de hubs, je pense, en tout et partout, qu'ils ont déployés à travers la ville de Paris, mais dans ce cas-ci, c'était chaque fois en fonction d'une verticale. Donc, exemple, le sport, ils vont développer, mettons, l'innovation dans le secteur du sport. Ils vont avoir un hub avec un incubateur, des startups et des partenaires dans ce secteur-là, qui est un modèle qui a très, très bien fonctionné aussi. Nous, on a fait un pari un peu différent à Montréal, d'y aller avec une approche multisectorielle, mais ça peut être très intéressant aussi. Moi, ce que j'ai constaté, en fait, pour moi, les hubs qui atteignaient leurs objectifs, c'était pas nécessairement, encore une fois, les hubs qui étaient les plus tape à l'œil en termes d'architecture ou d'infrastructure. C'est encore une fois les individus qui habitent le lieu, qui l'animent et la pertinence des contenus au final. Puis, en fait, j'ai tendance à nous renvoyer à la station F. Pourquoi c'est crucial de partir des besoins locaux avant d'éviter le syndrome du American à tout prix et de la Silicon Valley? Être Startup First, c'est vraiment ce qui a... Comment dire, c'est notre ADN. Tout ce qu'on fait, on le fait en fonction des envies des entrepreneurs. Et on ne pouvait pas lancer un projet sans prendre en compte les entrepreneurs, les parties prenantes qui étaient déjà là, et aussi le contexte. C'est-à-dire qu'on est en Europe de l'Ouest, on est en France. Il ne s'agissait pas de singer la Silicon Valley. Voilà, on n'est pas en Californie. On ne voulait pas faire un modèle à la YC. YC est excellent dans ce qu'ils font et ça fonctionne très bien parce qu'il y a un cadre aussi autour. Et donc, tout ça nous a amené à conceptualiser cette notion de campus. Voilà, on est un campus de start-up, c'est le positionnement et c'est la manière dont on opère. Et donc, lorsqu'on a lancé, on avait déjà tout préparé et le lancement était extraordinaire parce que donc ça s'est fait en juin 2017. Il y avait à peu près 2000 personnes qui étaient là. Il y avait
aussi un nouveau contexte politique. Alors c'est assez intéressant parce que le président Macron venait d'être élu, donc ça faisait juste 1 mois et demi qu'il était en place, donc il a pu aussi être présent là-dessus. Et il y avait une vraie fierté pour beaucoup de Français qui connaissaient forcément la vallée et de se dire, bah, il y a une initiative avec beaucoup d'ambition qui se lance ici, chez nous, avec une vraie fibre entrepreneuriale et la volonté d'obtenir des résultats. Donc, il y avait voilà cette ambition très forte qui se retrouvait chez chacun. Chacun se sentait concerné. Et nous, on a tout fait pour que Station F soit quelque chose qui s'inscrit dans la ville aussi. C'est pas un lieu qui est fermé, c'est un lieu qui accueille du public. Il y a aussi un resto à Station F, par exemple. Et donc, c'est vraiment comment on lance un lieu qui concerne tout le monde avec une ambition forte d'avoir des champions locaux ou des étrangers qui viennent à Station F aussi profiter des programmes pour rester ou pour repartir aussi. Luc, Ouais. de mémoire, tu as visité le 104 Factory à Paris. Ouais, c'est ça, un endroit pas très, très beau au point de vue de l'architecture, mais centré sur les industries créatives, de la mode, des tissus. Je me rappelle d'avoir vu des artistes du vêtement là-bas et tout. Là, c'était un peu le bordel, mais ça bourdonnait. Mais c'était pas un endroit architecturellement particulièrement impressionnant, mais ça bourdonnait, puis il y avait beaucoup de créatifs là-bas. J'avais trouvé ça le fun. Puis tu parles de Communitech, ben moi, on a fait beaucoup avec Hacking Health à Communitech. Il y avait un chapitre là qui était vibrant, je m'excuse de l'anglicisme là-dessus. Et puis on a étudié beaucoup comment ça s'est... C'est un lieu à Communitech à Waterloo qui était dans le fin fond du quartier industriel du début du siècle. Un quartier abandonné, là, des friches, une vieille usine, une ancienne tannerie où ils faisaient le traitement du cuir. Et là, ils se sont dit, regarde, on va retaper l'édifice, puis on va se colocaliser différentes organisations, dont l'organisation Communitech, qui était depuis 10 ans l'espèce de groupe de développement de l'entrepreneuriat dans la place, des startups, Google s'était installé là, des ateliers d'artistes et tout, puis ils ont créé un lieu, même l'université a installé son Velocity, l'accélérateur Velocity, qui était l'équivalent du peut-être plus Détroit, ça ressemblait plus à un Détroit Velocity. De Concordia, là. Oui, de Concordia. Fait qu'il se passait des choses, puis j'avais examiné beaucoup dans mes travaux qu'est-ce qui se passait. Puis moi, j'arrivais là avec l'hypothèse que c'est dans l'architecture, la beauté, lumière, les plantes qu'on stimule la créativité. Puis là, j'étais pas mal convaincu de ça. Je m'étais même dit, là-bas, tu vois, ils ont colocalisé ces organisations-là, pas de mur. Moi, j'étais sûr que c'était ça le secret du succès. Que tu allais d'une à l'autre sans vraiment savoir que, là, tu es à Velocity, là, tu es à Communitech. Mais en quelque part, je me disais, mais finalement non. Hein, quand tout à l'heure, on parlait de la drive des gens, la force des individus, le mix, c'est ça. Le reste, c'est des accessoires. Mais c'est sûr que Communitech, après, ça a créé un pôle qui a fait que le quartier s'est développé. Puis à un moment donné, c'est devenu trop plein. Puis tout le monde pouvait être membre de Communitech. Donc, si à l'intérieur, mettons, tu avais 40-50 startups à la fois, ben, tu avais une communauté de 1500 startups qui gravitaient autour. Et puis, à un moment donné, ça a fait des petits. Là, il s'est fait le hub data ailleurs. Il s'est fait le hub IoT. Il s'est fait l'Acceleration Center. Le quartier s'est développé. Ils ont mis un tramway qui a rejoint tout ça. Hey, je l'ai parlé à des gens de la ville pour savoir comment ils pensaient à ça, le développement de ce quartier-là. Hey, c'est le maire qui ne retentit pas dans mon entrevue Zoom. Le maire de Kitchener-Waterloo était tout fier de venir parler. Il me dit « tu diras bonjour à Valérie. » Oui, je vais faire le message. Je vais la texter. Puis il expliquait justement le fait de créer un milieu de vie, hein, créer un endroit, pas juste où les startups vont aller pour travailler, mais lui a focalisé sur l'importance des parcs. Puis il allait dans certains détails. Puis là, tu crées un parc, il faut que tu aies des bancs là, dans le parc. Parce que le monde, il faut qu'il reste dans le parc. Il faut qu'il aille prendre des marches, ça s'assoit, ça jase, puis il se passe des choses comme ça. Il faut que les gens puissent vivre dans le quartier. Il faut les gens... Donc, l'habitation, les commerces. Moi, j'étais sûr qu'à Communitech,
Le Café Balzac, un bistrot, que c'était aussi, ça faisait partie du mix. Oui, mais toujours sous la dimension de comment est-ce que des orchestrateurs... Ça, c'est intéressant. Fait que c'est à la fois de l'urbanisme et de l'innovation. Donc, comment qu'on crée Faut les pas l'oublier, tu parlais de rencontres. Station F. Ben oui, Les startups, c'est une mini-ville, ces gens-là, en fait. faut ça. qu'ils Comment vivent en qu'ils... quelque part. Fait que ils Faut ont qu'ils- aussi... Ils sont en train de bâtir d'ailleurs des résidences pour les. En fait, tu peux vivre ta vie au complet Ben autour oui, il de y a le Station F. Bon, c'est un restaurant. modèle qui est complètement différent parce que là, c'est financé, on s'entend, par un multimilliardaire, n'est-ce pas? Mais c'est quand même fascinant. Puis effectivement, on parlait de sur Paris, en fait, c'est souvent une opportunité pour les villes de venir redynamiser certains secteurs qui étaient un peu laissés pour compte. Ça a été la stratégie de certains. Ici, on est dans un contexte un peu différent où là, il y avait cette volonté, en fait, de relancer le centre-ville de Montréal, entre autres choses. Donc, c'est là qu'on a fait un choix différent, mais effectivement, il y a souvent un impact qui va bien au-delà du hub en tant que tel, qui développe l'attractivité. Puis tu as raison, Luc, moi, quand je suis allée, en fait, mon premier réflexe, ça a été d'aller, oui, sur Toronto, mais Waterloo, Kitchener, je pense que je suis allée visiter au moins 5 hubs en 3 jours et ça a été définitivement une source d'inspiration. Et moi, j'ai la question. Le parquet de la Bourse, de la place Victoria, était vide depuis combien de temps? Oh mon Dieu, je n'ai pas la date exacte, mais ça fait plusieurs années, en fait, que le lieu était vacant. Fascinant. Donc, oui, c'est fascinant. Nous, Fait on que tant l'a mieux. vu complètement vide et tout ça. On a quand même conservé une partie pas de l'architecture, mais du design. Donc, on a évidemment fait certains clins d'œil. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'ancien parquet devient vraiment l'espèce de place du village dans Accès. Donc, le lieu où on va se réunir, oui, pour prendre un café, réseauter, festoyer. Voilà. Toi, Laurent, de ton côté, t'en as-tu visité quelques-uns? Ben, j'y pense depuis tout à l'heure, et puis c'est pas un en particulier, mais c'est des activités spécifiques. Puis je trouve que le projet Accès essaie de faire cet effort d'intégrer ce genre de choses. Tu sais, je peux me rappeler de la première fois où on a visité un des premiers Living Lab historiques à Barcelone, par exemple. Puis en disant, on a des espaces où on s'efforçait de faire venir les gens du quartier à chaque fois qu'il y avait des activités avec des entrepreneurs. Euh, un tech shop à Lille qui était parrainé par le roi Merlin, puis à nouveau là où les écoles étaient invitées pour apprendre à bricoler, puis à faire des démos. Le 104, effectivement, a quelque chose où j'avais visité un incubateur qui était parrainé par SoftBank à Tokyo, un peu dans l'esprit du 104, où il y avait une espèce de relation très riche entre artistes et entrepreneurs, Wow. par exemple. Et puis la présence des artistes était un peu à nouveau les empêcheurs d'entreprendre en rond. Ils ne voulaient pas qu'on en parle, mais au sous-sol de cette tour-là, 12 étages, plein cœur de Tokyo, il y avait un jardin zen. Et Quand l'idée, même. c'était que les entrepreneurs qui étaient là, ils avaient besoin aussi de temps en temps d'avoir leur moment d'isolement, leur moment de recueillement, puis de revenir à l'intensité. Il Puis, faut que tu installes pourquoi pas un un jardin zen? à Accès. On parlait des saunas On en va aller passer le Scandinavie, râteau là. d'un roche. Mais tu sais, le contexte urbain, on peut en parler beaucoup, mais ce que ça prend, c'est une intensité d'activité. Tu veux qu'il y ait des cafés, tu veux qu'il y ait des restos, tu veux croiser des gens, tu veux pouvoir sortir, rentrer. Donc, ça peut être au cœur de Paris, au cœur de Montréal ou même à Waterloo où il y a des Donc, parcs. carrément mais- créer le fear of missing out. Ça prend un FOMO, là. Faut Ouais, que je ça pense se que oui. passe, donc il faut qu'on se... Puis moi, c'est ça, hein, c'est de se lever le matin et d'avoir, comme on dit, le spring dans les fesses, là, de dire comme, OK, j'ai hâte d'y aller, puis ça me demande pas d'énergie de me déplacer. D'ailleurs, j'ai posé la question à Marouane de Station F. Qu'est-ce qui nous conseille? Une ville qui veut se démarrer un hub d'innovation, ça serait quoi son conseil? On écoute ça à l'instant. De quoi ont besoin les entrepreneurs, en fait. La légitimité d'un Station F, c'est que ça a été fondé par un entrepreneur qui est, encore une fois, un entrepreneur iconique. Et la deuxième légitimité, c'est entre guillemets, c'est que on s'est basé dans la conception sur le feedback, les retours de beaucoup d'entrepreneurs, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et sans eux, on va dans le mur. Et c'est important parce que on est nous, comment dire, une entreprise privée. On n'a pas d'indicateur d'investissement direct ensuite à Paris ou en France. C'est pas, ce qui va notre métrique principale, c'est évidemment les entrepreneurs, leur réussite. Et après, il se trouve que ça peut changer un écosystème. Et donc, ce qui est parfois quand un hub est géré par une ville ou une région donc publique, il peut y avoir du coup les priorités de la région qui sont mises en avant, en oubliant finalement comment on attire les entrepreneurs. Et
C'est la première question qu'il faut se poser. Et une fois qu'on a résolu ça, le reste coulera de source et ce sera beaucoup plus simple ensuite de mesurer l'impact économique d'un hub dans son écosystème. Donc aujourd'hui, ce n'était que l'introduction parce que restez à l'écoute. Au Dérangeant, on a un épisode où est-ce qu'on va aller se déplacer à Axé avec l'ouverture. On va se promener dans les locaux et on va vraiment filmer un épisode sur place. Puis si je résumerais en fait en quelques phrases ce que j'entends aujourd'hui, Luc, Laurent, Geneviève, c'est de dire Axé, c'est un lieu où est-ce qu'il faut qu'on y aille. Que ça, on soit entrepreneur, qu'on soit chercheur, qu'on soit investisseur, qu'on soit simplement un travailleur autonome ou un passionné, c'est notre quartier général et on se déplace, on y va, on va le visiter, on lève la main, on participe parce que la force d'un lieu comme ça, c'est les rencontres qu'on y fait. Et donc, le succès va être déterminé à partir de, dans le fond, les gens qui vont se déplacer. Je terminerai avec cette question-là en rafale, les trois. Quelles sont les métriques de succès d'un lieu comme Axé que dans 2, 3, 5 ans, on va se rasseoir en disant « Wow, c'était tellement un bon coup, une chance qu'on l'a fait. Ouais, si on peut... Les métriques vont devoir évoluer avec le temps. » Ah, Dans un premier temps, là, les métriques, c'est l'intensité. Est-ce que les gens viennent? Est-ce que les gens y vont? Est-ce qu'on a de la diversité? Après, les Donc, en métriques... première période, c'est les tirs au but. C'est ça qui compte. Ouais. Et tu veux qu'il y ait du monde, tu veux qu'il y ait du monde, qu'il y ait du monde varié, qu'il y ait du monde qui interagisse, etc. Après, tu peux commencer à aller chercher des métriques où tu vas faire émerger des projets. Tu sais, puis ça va commencer à compter. Puis après, tu peux te poser la question de la vélocité. Puis après, tu peux poser la question de l'efficacité économique. Mais il ne faut pas fantasmer dès le départ sur le nombre d'entreprises créées ou le nombre de brevets. les ça veut plus rien licornes qui dire. vont sortir. Les licornes, tu sais, les licornes à la minute, là, c'est pas un bon KPI, Je suis ça. content que tu amènes ça parce que c'est sûr que d'un point de vue tu sais, de développement économique, là, d'où je viens, moi, c'est sûr que la finalité est importante. On ne fait pas ça pour le fun, on fait ça pour que l'écosystème Les start-up retombées. fonctionne, donc en nombre de startups qui réussissent. Tu sais. Fait que c'est sûr que, mais là, tu as raison, on ne peut pas tirer sur une tulipe pour qu'elle pousse plus vite. Là. Il faut se donner le temps que les choses arrivent. Mais il y a peut-être des KPI à garder qui ne sont pas les plus évidents, mais on en parlait tout à l'heure. Il y a un Le moment... nombre de likes sur Facebook. Ce que tu veux éviter aussi, c'est que ça soit toujours les mêmes personnes qui viennent. Donc, il y a un KPI de diversité, puis presque de régénération qu'il va falloir Très imaginer. intéressant. C'est de la nouvelle tête à la minute. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On veut créer à moyen long terme une espèce de cercle vertueux. Tu sais, on parle beaucoup du défi au Québec où justement le privé n'est pas assez présent en termes d'investissement, mais je pense que plus on crée d'entreprises qui prospèrent, qui parviennent à commercialiser ici au Québec en commercialisation à l'international, plus ces gens-là vont pouvoir redonner à cette communauté-là. Donc, c'est vraiment de créer cet effet d'entraînement qui, au fil des années, on l'espère, va faire en sorte qu'entreprendre au Québec va devenir de plus en plus intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé l'image d'Axé comme étant notre nouveau vaisseau amiral pour le Québec. Fait que moi, la mission que je nous confie en tant qu'écosystème, c'est vraiment de créer la fameuse marée montante qui va permettre à tous les bateaux de se soulever. Alors, c'est vraiment ça le message. Puis ça, c'est un effort vraiment collectif. On ne pourra pas faire ça seul. Ça va être en collaboration avec les acteurs sur le terrain qu'on va pouvoir y arriver. Geneviève Leclerc, Luc Sirois, Laurent Simon, merci beaucoup d'être venus au Dérangeant. Merci à toi. Je nous souhaite énormément de succès dans un monde en plein bouleversement, d'avoir cette discipline-là pour mettre en place un lieu de rassemblement, de collision, où est-ce que l'innovation va foisonner et qu'on va voir les prochaines belles startups naître et, dans le fond, repartir l'entrepreneuriat post-COVID. Je nous le souhaite. À la maison, n'hésitez pas à vous abonner. Allez voir sur le site web Les Dérangeants pour les prochaines dates des enregistrements. Également, une foule de ressources. On va mettre des photos également de Accessé quand ils vont être disponibles. Restez connectés à toutes les nouvelles. Allez vous abonner aussi sur toutes les chaînes, que ce soit Google, Spotify, Apple Podcast. C'était Étienne Crevier qui vous remercie encore une fois d'avoir été là et qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!